j'ai perdu ma sœur. C'est un choc dans ma vie, c'est un gros tournant, mais qui va changer toute ma vie positivement. C'est vrai que c'est fou ce que je dis, mais avec les mecs, je rentre dans l'eau, mais je me fais fracasser dans l'eau. Passage de bouée, j'avais l'impression d'être dans un vivarium avec des poissons, c'était la folie, je me fais tirer le pied et tout. Et c'est lui, il me faisait manger. Il me dit, mange un peu, tu verras, tu vas te sentir bien. Et là, c'est vrai que je commence à manger petit à petit une pomme de terre le soir, 2 pommes de terre. Je commence à mettre un petit peu plus de graisse pour faire cuire mes aliments. Et je vois qu'en fait, mon corps, il refonctionne normalement, tu vois. Je retrouve de l'envie, je retrouve un peu du rire, je retrouve tu vois, cette joie que j'ai en moi, ce pétard. Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Loop sur Endurance. Aujourd'hui, je reçois Tom, un sportif au parcours aussi singulier que marquant. Et pour la petite histoire, vous le savez, je suis souvent en déplacement sur des événements type triathlon, running. Et il y a quelques jours, Tom est venu me voir sur un stand avec Triloop et c'était sur le triathlon de Genève. Et là, on discute, il me dit, voilà, je regarde le podcast, je regardais encore le dernier podcast, etc. Et il me raconte toute son histoire et je me suis dit, c'est vraiment le genre d'histoire que j'ai envie de vous partager à vous, auditeurs et auditrices, sur ce podcast. Donc ça me fait vraiment plaisir, Tom, de te recevoir aujourd'hui pour raconter ce que tu as essayé de me raconter en quelques minutes. Là, on va se poser un petit peu plus avec des micros et on va essayer de passer cette histoire à encore plus de gens, parce que moi, ton histoire elle m'a touché, mais j'ai aussi envie de la raconter à encore plus de monde. Donc pour commencer, Tom, est-ce que en fait, tu peux nous raconter tes débuts en sport? Quand est-ce que finalement Tom devient triathlète? Est-ce que tu as toujours été triathlète ou est-ce que tu as pratiqué d'autres sports avant? Salut Valentin, merci à toi de me recevoir. Alors non, pas du tout, je suis pas du tout triathlète. Moi, je viens de la course à pied. Donc, Okay. j'ai toujours eu une famille un peu sportive, même très sportive. Donc j'ai commencé la course à pied jusqu'à mes 12 ans et après, je me suis blessé. À force d'en avoir fait beaucoup, je faisais déjà de la compétition, j'adorais ça. Okay. Et les 2 sports à faire, bien évidemment, c'était soit la natation, soit le vélo. Et j'ai pas choisi la natation, j'ai fait du vélo parce que mon père était déjà cycliste, alors je le voyais partir les dimanches. Je trouvais ça vraiment classe et tout. Alors je me suis mis, mais il voulait pas que je fasse de la route. Donc j'ai fait du VTT et du cyclocross. Et voilà comment ça a débuté. Je suis monté sur un vélo, mon premier club, et c'est parti. On va essayer de comprendre un petit peu tout ton schéma. Donc on comprend que tu n'es pas né dans l'univers du triathlon, mais particulièrement du sport. Mais qu'est-ce qui a fait toujours ce lien? Qu'est-ce que toi t'aimes dans cette pratique du sport? Parce que les auditeurs ne le savent pas encore. On va vraiment raconter toute ton histoire, tout ton tracé jusqu'à aujourd'hui, le triathlon. Et c'est ce qui a fait notre rencontre. Mais qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce goût de l'effort aujourd'hui? C'est une bonne question, mais c'est vrai que je pense que j'ai quelque chose pour la compétition. J'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de faire quelque chose pour un accomplissement. C'est un peu comme l'école, je veux dire, si c'était simplement pour travailler, non, s'il y a un examen, je vais plus travailler. Donc je pense que l'entraînement va avec la compétition et je respecte totalement tous ceux qui s'entraînent et au contraire, j'ai plein d'amis qui font du sport loisir. Moi, je trouve ça hyper bien, mais j'ai quand même toujours cette envie d'aller concourir et mettre un dossard. Ok. Ouais, donc c'est vraiment cette partie dossard, ligne de départ, le petit stress d'avant-course. Et tu nous parlais d'une blessure. C'était quoi quel type de blessure t'es arrivé à tes 12 ans? C'est la maladie de Sever, alors sévère ou sévère. Okay. C'est quand ton tendon d'Achille, il n'est pas assez développé pour mon âge. Et du coup, ça a fait casser complètement mon talon. Okay. Je ne pouvais plus poser le pied par terre, rien, quoi. Donc plus de sport traumatisant. Ah ouais. Que du sport porté. Donc vélo, tu choisis de prendre le vélo. Tes débuts en vélo, ça se passe comment? Est-ce que c'est tout de suite très facile pour toi? Est-ce que tu as une ambition de compétition? Justement, on voit que c'est ça qui t'anime vraiment. C'est quoi ton approche quand tu arrives dans ce sport? Est-ce que c'est vraiment du sport loisir ou il y a une petite idée derrière la tête? Non, c'est vrai que je pense que tout de suite, je faisais déjà beaucoup de compétitions à pied et au niveau national. Donc tout de suite, j'ai voulu réenclencher ça. Donc, premier club, je me suis dit c'était un club de compétition. J'ai voulu tout de suite me mesurer avec les potes, des clubs et tout. Au début, on commence au niveau régional. Ouais. Je prends goût, j'augmente dans un club un peu plus réputé. J'ai un genre de pseudo-entraîneur de l'époque, mais sans en faire trop non plus. C'était le mercredi, samedi, dimanche. Mais pareil, le plaisir, il est là, des courses de VTT, l'ambiance, elle est bonne. Et puis après, on commence à toucher un peu partout les Coupes de France en cadet, qui commencent tôt en cadet, donc c'est U17, moins de 17 ans. Ok. Et là, que en VTT, toujours? Que VTT et cyclocross, du coup, l'hiver.
Ouais. C'est quelques mois dans l'année, le cyclocross. Et là, c'est vraiment mon coup de cœur, le cyclocross. Et la bascule sur la route, elle se fait récemment ou elle s'est fait juste après? Ben, la bascule sur la route, elle est presque, c'est une chance. Je pense que là, j'ai eu une bonne étoile à ce moment-là. J'explique, c'est que mon père vit en Suisse. Et en fait, je suis parti faire mon collège en Suisse. Je rentre dans une école là-bas, donc pour le collège, et aussi une équipe de VTT. Et il y avait la Coupe du Monde de cyclocross à Berne, qui faisait la première édition. Et exceptionnellement, on avait le droit de courir en tant que U17 avec les juniors. Okay. Et là, le parcours, je le connaissais quasiment par cœur. C'était à 40 minutes. Je m'étais entraîné que pour ça. Et là, la course, elle se passe trop bien. Je crois qu'il y a une chute sur la droite, je m'en souviens très bien. Je me retrouve tout de suite devant, avec des gars qui sont maintenant de renommée. Et je vais finir 3e de la course. Okay. Et là, ça va vraiment tout changer pour moi. Même si je cite les gars, c'était Romain Grégoire, Okay. Pierre Gottera et Yann Christen, des gars ceux qui connaissent la route, c'est des phénomènes maintenant. Et grâce à ça, en fait, ça va me permettre de postuler à des équipes sur route. Et c'est là où tout va changer. Et ce passage à la route, on comprend bien que finalement, je comprends encore mieux ce rapport à la compétition. C'est là où ça va être super intéressant pour les auditeurs, mais aussi pour moi d'aller encore plus en profondeur sur l'échange qu'on avait eu de 5-10 minutes où tu m'expliquais ton histoire. C'est que ce que je ressens, c'est que ce passage à la compétition, la compétition, c'est ce qui te motive. Finalement, là, c'est un résultat qui a fait déclic sur la suite de ta carrière. Mais comment tu abordes le passage qui est quand même assez... certes, ça reste du vélo, mais du VTT au vélo de route, savoir rouler en peloton, etc. Comment tu structures toute cette partie-là, sachant que tu as fait une belle performance et que ça devient un déclic pour toi? Ouais. J'ai pas eu le temps d'apprendre. En fait, clairement, c'est allé très très vite. C'est-à-dire que j'allais rentrer en catégorie junior, donc les U19. Et là, il y a l'équipe Astana, gérée par Vinokourov, qui crée une équipe développement. Et en fait, il y avait une seule place. Je postule à l'équipe. Grâce à ce résultat, ça me permet de à peine pouvoir accéder à la candidature, parce que j'avais aucun résultat route, c'était impossible. Et là, on me propose un test à l'effort à Monaco. Je vais faire le test à l'effort et tout, et ça déclic. Je rentre dans l'équipe l'année d'après. Donc tout de suite, c'est le rêve, quoi. C'est les bus de l'équipe, stage à Calpe en Espagne. Je suis un pro, quoi. Je suis un mini pro. Les tenues à foison. Moi, j'étais là. Au début, je prenais des bidons en réserve et tout parce que je me suis dit c'est ouf, quoi. Je vais vivre ça qu'une fois. Et en fait, non, ça dure longtemps. J'étais comme un fou. On était comme des pros. Et là, j'ai dû apprendre sur le tas mes premières courses en peloton tout de suite. Et en plus, c'était des belles courses. Ça, c'est une chance inouïe. On avait les voitures, les oreillettes. Directeur sportif, les briefings, je passe d'un sport individuel à un sport d'équipe presque, alors que ça reste un sport d'un... Et là, tu as quel âge là à ce moment-là? Là, j'ai 17 ans. Ah ouais, donc tu te professionnalises vraiment, finalement, malgré toi. On a souvent la notion de se dire, tu vois, quand je reçois des athlètes pros, ça dépend, tout le monde a son histoire et c'est ça qui est assez singulier et c'est ce que j'adore aussi dans tous ces échanges. Mais tu vois, il y en a, ils disent, ouais, j'ai toujours rêvé d'être champion du monde, j'ai toujours rêvé d'être professionnel. Toi, finalement, ça vient, entre guillemets, malgré toi. J'ai l'impression qu'il y a cette blessure, ces déclics et tout ce qui vient en face. Comment tu fais pour pas trop, entre guillemets, perdre la tête et te dire, OK, là, je suis à ma place, c'est ça que je veux, etc. Quand tu vis un petit peu ces moments-là, quoi. Ouais, j'ai toujours quand même voulu ça. Au fond, ça me faisait quand même rêver. Les courses de vélo, le Tour de France. Mais de loin. Pour moi, c'était presque inatteignable. J'étais dans mon VTT. Puis j'étais pas non plus, au fond, j'étais pas le meilleur en fait. C'est ça qui est dingue, c'est que je m'entraînais beaucoup, je faisais les choses comme tout le monde, mais j'étais pas un gagnant de tous les week-ends. Je gagnais pas. Je pense que dans ma vie, j'ai pas gagné beaucoup de courses, mais par contre, j'ai réussi à avoir ces opportunités, vivre des choses énormes. Moi, avec la Astana Junior, c'était fou, des courses en Espagne par étapes. On allait partout, on voyageait en avion, les bus. Et pour revenir à ta question, j'ai quand même, au fond, je rêvais d'être la victoire, la gloire, d'être reconnu dans ton sport. Personne ne pourra te dire, un compétiteur, moi je m'en fous d'être sur un podium. On veut tous être sur un podium, c'est beau, quoi. C'est ce qui nous fait vibrer. Et donc, ouais, moi j'ai eu ça, mais qu'est-ce qui m'a fait garder les pieds sur terre? C'est que toujours ma mère, même si mon père, on a tous un peu ce type de famille-là, mon père c'était le sport et ma mère c'était l'école. Et j'ai toujours fait les deux. Et ça, heureusement. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de garder un peu une ligne droite dans ma tête. C'est-à-dire qu'au moment où je rentre du coup chez Astana,
bah, je rentre au Pôle Espoir Cyclisme à Nice. Et là, Ok. c'est un internat. Donc en fait, on est encadré, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Encadré de matin au soir, petit déjeuner, demi-pension, total. On est entre cyclistes, on est 7. On a le kiné à dispo, l'entraîneur, on est suivi par une voiture tous les jours Ok. et école aménagée. Donc là, c'est vraiment fou. Et C'est ouais. vraiment pro même de A à Z. Quand j'en parle avec toi, là, c'est fou. Je me dis que bah, déjà à 17 ans, j'ai une vie de pro. Et ouais. Juste, c'est l'école. J'ai juste pas de travail, c'est l'école, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Et d'un point de vue entraînement, ça représente quoi? Tu t'entraînes 3 fois semaine ou c'est tous les jours vous allez faire de la borne? Comment ça se passe un peu Non, on ce avait moment-là 2 jours de repos semaine. Ok. Sans vélo, pardon. Parce qu'en fait, ouais, le lundi, on faisait la muscu. Mardi, mercredi, jeudi, vélo. Vendredi, récup. Et samedi, dimanche, vélo. Ok. C'était déjà quand même très soutenu. Hein. Ouais, donc tu rentrais jamais finalement. Toujours tu roulais avec eux. C'est ça, Ok. c'est ça. On pouvait rentrer le week-end si on voulait, rouler et tout. Ah ouais. Les courses derrière. Mais vu que moi, pardon, excuse-moi, Non. le départ de Astana, Ouais. le service course, il est à Monaco. En fait, direct, je rentrais, je partais en course avec eux, avion ou quoi. Et voilà, c'était fou. Et comment tu gères cet équilibre Tu vois, il y a vraiment de tout âge qui nous écoutent. Et tu vois, je pense qu'il y a des jeunes aussi qui peuvent se retrouver et rêver en écoutant ton histoire. Comment tu gères cet équilibre entre les cours et en même temps ce sport qui génère une grosse fatigue et cette professionnalisation en même temps, il ne faut pas avoir les idées à côté dans tu vois, sortir, faire la fête, etc. Comment tu gères cet équilibre de vie global à ce moment-là de ta vie? C'est une bonne question. Je pense qu'à ce moment-là, je me pose pas beaucoup de questions et j'ai l'impression de devoir faire quelque chose. J'ai une routine qui s'installe. Ok. C'est que l'école m'impose des routines scolaires. 8 heures, c'était très militaire. C'est-à-dire qu'on avait le petit déjeuner de temps. On devait finir le lit. Si tu faisais pas ton lit, on te rappelait. C'était un privé, donc tu remontais, tu faisais ton lit. Tu faisais pas le petit déjeuner. Et tout ça, c'est plein d'apprentissages qui maintenant, dans ma vie de tous les jours, je garde. J'ai des horaires de réveil, horaires de manger, horaires scolaires. On avait cantine. Ensuite, habillement, vélo, kiné, repas du soir, dormir. On n'avait pas le droit de sortir. Et en fait, je pense que je me posais pas de questions parce qu'on avait aussi comment ça s'appelle, les aides aux devoirs, là, les études d'après. Ah oui. On était obligé d'y aller après les entraînements. Donc en fait, finalement, c'était H24, quoi. Juste on dormait, on se reposait en dormant, quoi. Mais on était. Donc en fait, je me suis pas posé la question pendant 3 ans de comment gérer ça. Pour moi, c'était normal. Le week-end, c'était la course. Je rentrais mon lundi, école. Voilà, c'était comme ça. Donc là, ça dure 3 ans. Ouais. Il y a eu le déclic. Est-ce qu'à un moment donné, là, dans ces 3 ans-là, tu penses au Tour de France, tu penses à structurer ta carrière? C'est quoi l'ambition cachée qui est là? Et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui tu es présent sur le podcast Loop sur Endurance, pourquoi je t'ai croisé sur un triathlon. Mais j'adore comprendre un peu tout le déclic, tout ce qui est venu sur ton parcours. Est-ce qu'il y a cette volonté-là, à un moment donné, d'aller chercher des équipes World Tour et d'en vivre et de faire des courses à étapes très souvent? Ah, clairement, là, à ce moment-là, je suis Ok. d'avoir goûté au monde pro et de tout, c'est d'être presque. On est chouchouté, quoi, vraiment, dans les équipes. On a des assistants partout. Bah, d'ailleurs, ce qu'il n'y a pas dans le triathlon. Tu vois que dans le triathlon, tu redeviens seul. Là, c'est une fourmilière autour de toi. Moi, tout de suite, je me dis, mon rêve, c'est d'aller chez Astana, quoi. Le but, c'est de passer chez Astana, continuer. Je veux grandir avec cette équipe. Mes meilleurs potes, quasiment, c'est les jumeaux Vinokourov, qui sont des gens extraordinaires et qui sont là toujours pour moi. Mon but, c'est de les aider. Moi, ils étaient plus forts que moi. Okay. Et moi, j'adorais, c'était faire le travail pour eux. Je me suis dit, de toute façon, toute ma vie, maintenant, mon but, j'idolâtrais déjà des coéquipiers, des lieutenants, on appelle ça dans le cyclisme. Tu sais, ceux qui font le travail, que tu vois jamais. Et moi, je me suis dit, moi, mon rêve, c'était d'être ça, en fait. Genre ce mec qui à la fin, les gars, ils attendent pour lui dire, putain, merci, grâce à toi. Parce que je savais que j'avais pas les capacités d'être un leader. Et ça, je l'ai tout de suite su tôt. Et c'est ce qui m'a peut-être aidé à être dans cette équipe aussi. Okay. Tout de suite, j'ai mis mon ego de côté. Et je me suis dit, moi, je veux travailler pour eux. Et je prenais le vent, j'allais aux voitures et tout. C'était magnifique. Ouais, c'est drôle ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu disais que ce qui t'animait, c'était de faire des podiums. Et là, on voit qu'une fois que tu as switché d'univers, etc., c'est quelque chose d'autre qui t'a animé. Est-ce que tu considérais que quand tes coéquipiers allaient faire un podium, le podium t'appartenait aussi, sous un sens ou sous un autre? S'il tombait, c'est qu'il était mérité ou que j'avais eu l'autorisation. Sur route, c'est très cadré. Quasiment rien n'arrive au hasard, sauf grand changement. Mais généralement, je vibrais. En fait, je m'étais dit, maintenant, si tu veux arriver à ce niveau-là ou être pro, il faut que tu choisisses ta case.
j'ai pas physiquement la capacité d'être un leader. On réalise pas à la télé, c'est trop facile de dire il lâche et tout. Les mecs qui sont devant des équipes, c'est vraiment des phénomènes, même si les coéquipiers le sont, mais ils ont ce truc en plus qui permet. Moi, j'allais pas me brider à dire dans ma tête, je suis un leader, je vais faire tout, je préfère aller dans une équipe moins forte pour être leader. Non, moi, je préfère autant. Donc, cette envie de podium, je l'ai enlevée. Parce que finalement, en fait, tu vois, je saute un peu, mais je reviens. Dans le triathlon, maintenant, c'est pour moi. Et au fond, c'est ce qui me faisait vibrer depuis petit, quoi. C'est cette vraie envie. Et le triathlon, je vais chercher ma place. Et là, sur route, je faisais très bien, mais c'était pour les autres. Si Nico Vino, un pote à moi, il faisait un super résultat, il a gagné des tours et tout, le Tour PACA, mais j'étais heureux. J'étais plus heureux que pour moi, en fait. Donc, je vivais par ça. Ok, ouais, donc c'est vraiment ça qui allait t'animer. Et ça fait quand même beaucoup de sens avec ce que tu me partages sur le triathlon, parce que c'est vrai que c'est totalement différent. Ouais. C'est pas un sport d'équipe, en tout cas dans la compétition le jour J. Sur le longue distance, sur le court distance, on retrouve ces aspects-là. Et aujourd'hui, j'ai quand même envie de comprendre du coup. Moi, je le sais parce qu'on en a parlé et je l'ai compris et on a pas mal échangé là-dessus. Mais j'ai envie de comprendre en fait comment, à partir de quand, en fait, finalement, là en ce moment on est ensemble, il y a le Tour de France qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce qui explique que tu n'es pas sur le Tour de France et qu'il y a 10 jours, je te voyais sur le triathlon de Genève? La bascule du cyclisme au triathlon, finalement, elle se fait quand et pourquoi? Là, c'est un gros step qu'on va devoir passer, mais donc j'ai mon bac en tant que cycliste chez Astana. Et là, l'internat, le pôle espoir se termine, puisque ça se termine au moment où tu as ton bac. Et là, il faut que je rentre en études supérieures. Et j'ai perdu ma sœur. C'est un choc dans ma vie. C'est un gros tournant, mais qui va changer toute ma vie positivement. C'est vrai que c'est fou ce que je dis, mais je pense que depuis ce moment-là, j'ai su vivre. Et ça fait bizarre de le parler vraiment comme ça, mais ça a changé toute ma vie. Okay. Donc, je rentre en études supérieures à Aix-les-Bains, à l'INSEC, une école de commerce, en bachelor. Et là, cette fois-ci, je suis tout seul. Sans m'en rendre compte, en fait, indirectement, je vais me braquer et je vais vivre un peu ce deuil, que j'aime pas ce mot, mais en me privant de nourriture, en fait, indirectement. Mais je m'en rendais pas compte. J'étais dans le vélo, tout se passait bien. J'étais pas chez Astana, parce que j'étais un cran plus jeune que les Vinokourov. Du coup, eux, la Continentale, ils avaient déjà l'âge. Moi, j'avais pas encore l'âge. Donc, il me restait un an. Je rentre dans une DN Nationale 1, très bien et tout, à Villefranche-Beaujolais. Et en fait, je rentre en études supérieures, je suis seul à mon appartement. Et là, je rentre dans une... je sais pas comment expliquer, quelque chose de mental qui est de me faire mal. Parce que je culpabilise le départ de ma sœur, cet accident. Et je vais commencer à perdre du poids. Au début, j'enlève les glucides le midi. Puis après, je vais commencer à enlever un peu plus de nourriture. Je vais voir qu'en fait, je peux me nourrir de ratatouille, des trucs comme ça, de légumes. Je perds 1, 2 et en fait, en 2 mois, j'en perds 13 kilos. Je perds 13 kilos de mon poids actuel. Et là, je sombre vraiment, réellement, je sombre. Pendant plusieurs mois, je me renferme sur moi-même. Et physiquement, au bout de 3-4 malaises dans la même journée, un jour, je me dis que là, il y a vraiment un truc qui va pas. Mais je réalise pas que c'est la nourriture, en fait. Je suis bien, je suis loin, je veux plus voir ma mère ni mon père. Parce qu'en fait, j'ai peur je sais que je suis maigre, en fait. Mais j'ai pas envie qu'ils me voient. J'ai pas envie que ma mère elle me serre dans ses bras et qu'elle me dise t'es maigre et tout. J'ai peur, en fait. Donc, je me restreins sur moi-même. Plus de relations. Et là, l'envie du vélo, elle part. Je me dis, ça y est, j'ai plus envie de faire de vélo. J'ai plus envie du tout, plus rien. Et c'est vraiment une période dure, donc j'arrête totalement le vélo. Voilà, à ce moment-là, Là, aujourd'hui, tu en parles avec du recul. C'est conscient ou c'est inconscient, cette privation de nourriture? Comment, en fait, tu arrives à un moment donné à prendre du recul et te dire, parce que finalement, tu te prives de cette nourriture et tu en parles beaucoup aussi sur tes réseaux sociaux. Donc, c'est un sujet qui me semble très important et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on échange sur toute ton histoire et tout ton parcours pour aussi passer pas mal de messages. C'est aussi ça que tu essayes de faire sur les réseaux sociaux, ça, c'est bons aspects. C'est comment, en fait, tu arrives à t'en rendre compte? Est-ce que c'est tout seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur pour t'alerter sur ça? Comment ça se passe? Non. L'histoire, elle est longue sur ça. Je pense que j'ai vécu 2 ans inconscient total. Vraiment, pour moi,
je me privais, c'était naturel, c'était pas possible. Donc plus de soirée pizza. Si je savais que je n'avais pas le contrôle de la nourriture, je n'allais pas à un endroit. Donc je pouvais rater les anniversaires, un gâteau c'était impossible. Les pommes de terre, les féculents, les graisses, je mettais des poêles, mais pour faire griller des aliments, la viande ou quoi, je mettais une touche d'huile, quoi. Pour moi, c'était toute graisse, calories. Ça me faisait peur, j'avais la phobie des calories. Ah ouais. Et en fait, je suis resté complètement là-dedans, mais inconscient. Et je vais être honnête, j'en parle parce que ça peut aider des gens. J'ai perdu toute libido, j'ai perdu tout signe de joie. J'étais plus heureux, plus triste. En fait, j'étais neutre. Mon corps, il était en mode survie. Je n'avais plus aucune émotion. Et en fait, j'aimais ça, ce fait d'être neutre, mort-vivant, quoi, clairement. Et c'était une sensation, mais bizarre, quoi. J'ai vécu ça 2 ans de mal-être, mais en fait, en même temps, tu sais pas ce qui t'arrive. Tu crois que c'est normal d'être fatigué tout le temps. Tu crois que c'est normal de pas manger ça, ça ou ça. Et puis je remarque, en fait, je prenais du plaisir, comme je le dis dans mes vidéos, à regarder les autres manger. J'adorais regarder des vidéos de 10 000 calories challenge. Ah ouais. Ça me faisait tellement de bien, quoi. Je regardais, mon feed, il était rempli dans burgers. J'adorais aller à des soirées pour les regarder manger des choses que je faisais pas. C'est vraiment malsain. C'est un truc de fou. C'est qu'en fait, on aime la bouffe. J'adore la nourriture, mais je m'en mangeais pas un brin. Ah ouais. C'est dingue. Et le vélo et le sport, ça a quel lien? Parce que là, tu le dis très vite, tu arrêtes le vélo. On se rend compte qu'il y avait quand même un avenir prometteur, il y avait quelque chose qui te plaisait là-dedans. Pendant 2 ans, c'est quoi ce rapport au sport? Il n'y en a plus du tout. Il y a une bascule qui est faite aussi sur ce sujet. Je vais, donc, comme je rentre à l'école en septembre à l'INSEC, l'école de commerce, cette période un peu sombre d'arrêt, semi-arrêt, j'ose pas trop le dire, l'équipe, mon père, ma mère, tout ça, elle dure un peu jusqu'à janvier. Et c'est là où il y a un gros basculement, c'est qu'en fait, en janvier, j'ai dit que c'est fini, j'arrête, je vends tout mon matos. Et ma mère est prof d'histoire, en fait, et on va partir à Paris, c'est ce que je t'ai raconté. Et là, étant très maigre et très grand, je me fais repérer dans le métro pour faire du mannequinat. Et c'était la période de la Fashion Week. Et je connaissais pas du tout la Fashion Week. Moi, je m'habillais en cuissard maillot, c'est très bien, on est au bout du truc. Bon, la Fashion Week, aucune idée de ce que c'est, les marques, tout ça. C'est vraiment, j'ai plein d'anecdotes vraiment drôles. Et là, le mec, il me dit, bah écoute, voilà, c'est la sortie du Covid, mannequin asiatique, il peut pas venir. T'as le gabarit, viens ce soir, palais de Tokyo et tout. Mais non. Non, mais vraiment, c'est pas une blague. Et carte de visite. Et le soir même, je dis à ma mère, j'y vais, je pense que c'est une blague et tout, c'est pas possible. Palais de Tokyo et tout, je passe, je vois la file, plein de gens, des fous, des gens habillés, mais bizarrement, moi, c'est quoi ce monde? Moi, j'étais dans mes survêtements de l'équipe, quoi, basique. Et en fait, non, on arrive, on me pose sur une chaise, plein de mecs, ça parle anglais, on me coiffe, des gens, ils arrivent, vous me mettent les cheveux comme ça, on me maquille, alors que c'est impossible de me maquiller. Et ma soeur, elle a essayé de me maquiller plein de fois, c'est impossible, tu pouvais pas me toucher avec des pinceaux. Et là, je me retrouve maquillé, boum, debout, et c'est parti, défilé. Et en fait, je suis signé en agence, et donc j'arrête le sport 1 an, et je vis du mannequinat pur, je suis mannequin professionnel. 1 an, et je vais défiler, je vais partir à Milan, la Grèce, Athènes, Londres, je vais faire tous les défilés, et même 2 semaines après ça, je fais ma première couverture Vogue Italie. C'est complètement fou ce qui se passe, et je me dis que ça y est, c'est parti, ma nouvelle vie, elle est là-dedans. Ah ouais. C'est fini, le vélo, il est derrière moi, quoi. Mais ce qui est fou et ce que j'adore, moi j'adore la partie mentale aussi qui se cache derrière le sportif. Et c'est pour ça que souvent on reçoit des professionnels. Et quand c'est des amateurs, c'est vraiment cette partie singulière. Il y a toujours quelque chose en plus, tu vois, qu'on a envie de raconter, cet équilibre avec le travail, cette volonté de performance. Et toi, quand je prends vraiment du recul sur la situation, je me dis, mais est-ce que tu as l'impression que tu as toujours une petite étoile qui te dit ce que tu dois faire? Parce que depuis le début de l'échange, j'ai l'impression qu'il n'y a que des déclics que tu ne maîtrises pas. Et là, dans le métro, c'est encore une fois un déclic. Comment tu le ressens tout ça? Est-ce que tu vois, es du style à te poser des questions très souvent avant d'agir, ou tu te définis comme quelqu'un de très opportuniste, quelque chose qui arrive, tu te dis ouais, why not, et tu y vas? Ça, j'ai changé après le départ de ma sœur. Okay. C'est-à-dire qu'avant, je me serais posé plein de questions, j'aurais dit, ok, sur une table, est-ce que j'y vais ou pas ce soir? Il faut que je sois clair ou pas? Et en fait, moi maintenant, je me dis quelque chose, c'est que je vais vivre 2 fois le truc. Et je suis devenu opportuniste grâce à ma sœur.
C'est-à-dire que maintenant, j'ai appris à me dire, écoute, j'ai une opportunité comme ça, j'y vais à fond. Maintenant, c'est bon. Le vélo, j'ai tenté, j'y vais à fond. Je me retrouve Fashion Week, la couverture Vogue. Tu t'as déjà shooté? Mais bien sûr que j'ai déjà shooté, vas-y. Et le mec, il m'a pris au casting parce que je venais du vélo et tout. Hein. Et ouais. Le photographe de Vogue, c'était parce qu'il faisait aussi du vélo en Italie. Il dit ouais, t'as déjà shooté? Mais bien sûr, j'ai shooté. T'as un book? Non, j'ai pas de book. C'est comme ça. Pff. Et c'est parti, comme ça, au culot. J'aurais jamais, l'ancien tome, jamais j'aurais fait ça. Ouais. Et là, je me dis, vas-y, je saisis l'opportunité. Boum, je voyage. L'école, je la passe en online. Tu vois, alors que jamais j'aurais fait des trucs comme ça pour pouvoir réussir à tout faire parce que je suis trop en déplacement. Et donc, je suis devenu ce gars opportuniste qui dit ok, pour moi, la chance, elle est devant moi. Je la saisis. J'ai pas envie d'avoir de regrets parce que, désolé de dire ça, mais je me dis, ma soeur, de toute façon, elle est là-haut. Elle me surveille, je me dis écoute, c'est peut-être elle qui me met ça sur ma route, allez, j'y vais à fond, quoi. À fond. Et comment tu fais face parce que ça va faire du lien après avec le triathlon, parce que en tout début d'épisode, tu me dis j'ai le choix à 12 ans entre deux sports qui sont le vélo et la natation. Tu me dis que tu as choisi le vélo et on voit dans tes yeux et dans tes émotions que tu me partages que la natation, surtout pas. Donc on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui tu es sur le triathlon, mais justement, tu le dis, te mettre du maquillage avant c'était impossible, faire un défilé c'est quand même on va dire une compétence et une performance particulière aussi. Comment tu te sens dans cette partie-là où finalement tu as très peu de compétences? Comment tu l'abordes un peu ton premier défilé et les premiers shootings photos, etc. Et tu vois, en fait, c'est là où j'en viens au sport, c'est qu'en fait, j'aimais ce challenge. Le fait d'attendre et d'un coup, bam, tu vas passer devant plein de gens, les photos et tout. Je retrouvais cette adrénaline du départ. Alors, je vivais un peu par ça, mais c'était une image que je me donnais, au fond. Avec le recul, je pense que c'était à ce moment-là, tu vois, je suis toujours on appelle ça TCA maintenant, tu sais. Donc, en fait, j'étais pas réglé. Donc, c'était des moments de vie qui me donnaient une petite flamme sur la journée parce que les shootings et tout, c'était excitant. Mais derrière, je rechutais quand même toujours. Donc, c'était des petits moments de vie, d'exaltation et tout parmi ces shootings, ces défilés. Mais j'ai resté quand même, au fond, pas heureux. C'est ça qui est surprenant. C'est parce que j'ai commencé à beaucoup aimer l'image que je donnais de moi, mais pas me soigner moi. En fait, je soignais mon image, mon apparence, plus qu'au fond, moi, je me soignais. Et en fait, ça me faisait durer là-dedans, en fait, toutes ces histoires-là, parce que je me comparais aux autres mannequins qui sont aussi très maigres. Il faut être bien musclé, mais en même temps maigre. Il faut faire ci. L'autre, il a fait le parfum. C'était dur, mais c'était une sorte de concurrence. Quand tu arrivais sur des castings avec 300 personnes pour un défilé, par exemple, Moschino ou quoi, tu vois, et que tu es pris, c'est presque comme une course, quoi. Donc, je vivais un peu par ça. Et je me suis dit, bah ouais, c'est ma nouvelle vie, ça va être cool, quoi. Et ton lien à la nourriture avec ça, parce qu'on sait que le mannequinat, il y a beaucoup de mannequins aussi qui en parlent et qui essayent de faire bouger certaines lignes. Est-ce que cette période de ta vie où finalement tu es dans le mannequinat fait en sorte que ton anorexie et le fait que tu n'aies pas envie de manger, etc., continue à s'alimenter? Comment ça se passe? Et à partir de quel moment finalement tu vas vraiment switcher et tu vas dire ok, en fait là j'ai un rapport à la nutrition qui est pas bon pour moi et du coup je vais évoluer autrement? Ouais, en fait, je reste là-dedans, clairement. Les stéréotypes qui peuvent être vrais de la nourriture, de la privation, ils sont vrais. Okay. C'est-à-dire qu'on demande des exigences physiques et de critères de taille et poids pour la haute couture qui sont vrais. Alors même si maintenant, bon là je pars un peu loin, mais on voit des mannequins curvy, tu sais, avec des formes, des mannequins complètement différents, mais ça reste très peu de personnes en fait finalement. Et quand on est vraiment dans le pur mannequinat, non, il y a toujours ces tailles. Défilé Saint-Laurent, par exemple, pour les filles, il fallait faire du 34 et nous, les mecs, 38 de tour de taille. C'est juste fou. C'est pas possible. Quand tu fais un 90, c'est pas possible. Et on le faisait. Et donc, je reste là-dedans. Et l'histoire continue. Je vais faire bref, mais au bout de 2 ans en tant que mannequin pro, dont 1 an de arrêt total de sport, hein, je n'ai pas touché un seul sport hein, pendant 2 ans. C'était... à part la marche et marcher quand je découvrais les villes, je marchais beaucoup, mais bon, c'était pas du sport. Ouais. Et ben en fait, je me remets sur mon vélo, je quitte Paris parce que j'avais un appartement modèle à Paris en fait, et après dans les autres villes, mais j'avais comme mon pied-à-terre était à Paris parce que mon agence mère était là-bas. Et je décide un jour de revenir dans l'été
Ouais, c'est dans l'été, je crois. Dans le sud, là où habite ma mère et tout. Et je me remets un peu sur un vélo, comme ça, un VTT, pour le délire. Et en fait, j'aime bien. Mais au fond, j'ai pas le temps, je repars sur d'autres shootings. Et là où vraiment ça bascule, la première bascule, je vais faire mon premier shooting pour une marque de sport. Et là, ça va être Café du cycliste. Ok. Ça va être à Nice, donc j'y vais. Et en fait, là-bas, je me fais brancher parce que les mecs sont cyclistes et tout. Ils me disent, ah, mais attends, tu peux pas arrêter le vélo comme ça, c'est pas possible. Nous, regarde, on fait du loisir, on va se monter l'école, on se fait l'étape du tour. T'es pas obligé de faire la compétition. Et ça me trotte et toute la journée. Il me dit, attends, arrête, tu peux pas faire ça, tu peux pas arrêter le vélo. Et moi, même au fond, je dis, mais non, mais j'en fais du vélo, j'en fais toujours. Alors que j'en faisais plus, tu vois. Mais je me suis dit, putain, c'est vrai que moi, mon identité, c'est quand même le sport, quoi. J'ai jamais. Mon identité, le mannequinat, oui, c'est bien et tout, j'adore ça, mais c'est pas moi, c'est pas ce qui me fait vibrer, tu vois. Et là, en fait, il me parle et ça va bouger beaucoup de choses en moi. Et comme je suis comme ça, je crois que le lendemain ou 2 jours après, j'étais sur des sites internet, je cherchais un vélo. J'ai dit, ok, Et il non. me faut un vélo, c'est pas possible. Je me retrouve un vélo, je me remets dessus. Et là, je repédale. Je me dis, putain, c'est trop bon. Je me retrouve avec des groupes. Je me fais défoncer. Les mecs sont pleins de. Un an d'arrêt, tu imagines un an d'arrêt, ce que c'est. Mais ça revient vite. Ça revient vite. Je me dis, c'est fou. Ça revient vraiment vite. Je dis à ma mère, c'est drôle. Alors là, ça y est, je rachète le vrai matos. Le vélo de route, les roues carbone. Je me dis, tout à l'excès, tu vois. Mais là où je reste le mais, c'est que je suis encore en TCA. Et là, mais je le savais toujours pas. Donc en fait, c'est bien beau. Tu commences à charger. Je passe de 6 heures d'entraînement à 10 heures, 12, 13. Tu commences à augmenter un peu. À manger de la ratatouille et des carottes, il y a un moment, ça passe plus. Et là, en fait, il y a un copain que je me fais à Marseille sur une sortie vélo, Hugo, qui était un triathlète, et il me parle. Et lui, il me dit, putain, mais au triathlon, c'est comme on bouffe, nous, on se pose... Parce que je lui disais que moi, j'avais des petits problèmes de nourriture, j'étais déjà un peu conscient. Il me dit, mais nous, au triathlon, on se pose même pas la question, on mange des flancs après la piscine, on peut manger n'importe quoi, on fait 3 sports. Je me dis, putain, mais attends, mais en vrai, ça a l'air stylé, leur truc, tu vois, ça a l'air pas mal. Il me dit, bah là, tu finis le vélo, tu fais quoi? Il me dit, bah j'enchaîne à pied, moi. Je dis, ah ouais, putain, c'est stylé, c'est trop stylé, ça doit être beau, tout ça. Il me dit, bah oui, si tu veux, tu peux faire le triathlon de Cannes en avril, tout ça, donc un mois après. Je dis, bah, le triathlon de Cannes, ouais, ça peut le faire, tout ça. Je vais me chauffer, mais j'étais vraiment toujours, c'est pour ça que j'insiste, j'étais toujours en TCA. Okay. Et donc là, il me dit, bah, si tu veux, moi je suis au club de Aix, Triathlex. Il me dit, on peut faire un mois test. Un mois test, tu vas à la piscine, tu as accès à la piscine, tu as les coachs. Entraînement, l'athlétisme, c'est le mardi et tout. Tu fais un test. Je dis, allez, trop chaud, j'y vais. Je fais mon mois test. Ça se passe bien. Les premiers entraînements piscine, bon, l'entraîneur, c'est peut-être pour être gentil, hein, mais il me dit, ouais, ça va, t'es grand, donc t'arrives quand même un peu à glisser et tout. Glisser. Entre guillemets, attention. Hein. Mais ça, je me débrouille plutôt bien à nager, enchaîner le vélo. Je commence à faire mes premières transitions. J'ai les jambes défoncées après le vélo et tout. Mais ça passe bien. Je commence à me dire, ok, vas-y, je vais faire vraiment Cannes, sérieusement. Et Cannes arrive, donc je fais un mois que je fais du triathlon. On est en 2024, c'est ça, avril 2024. Je fais la course à Cannes, ma start et tout, 2000 personnes. Vraiment, triathlon de Cannes, c'est un truc de fou. Et je fais la natation, je me fais massacrer dans l'eau. Je pars première ligne et tout. Moi, pour moi, j'étais comme à l'athlétisme. Sur la plage, départ de la plage, j'y vais et j'étais première ligne. Avec les mecs, je rentre dans l'eau, mais je me fais fracasser dans l'eau. Passage de bouée, j'avais l'impression d'être dans un vivarium avec des poissons. C'était la folie, je me fais tirer le pied et tout. Mais franchement, j'étais heureux d'être là. Ça y est, c'est une course. Franchement, j'étais heureux de me faire taper dessus, quoi. Vraiment, c'était incroyable. Je sors et tout, c'est la folie, ça crie partout. Vélo à fond, je te fais court, je finis 15e en fait. Okay. Et au scratch. Et là, je me dis, waouh, en vrai, il y a vraiment, vraiment un truc à faire. Je continue, je commence à vraiment me rentraîner sérieusement. Je signe à Aix, je prends l'inscription à Aix. 2 mois après, on est en juillet, non, avril, mai, juin, juillet. 3 mois après, il y avait le Cagnes-sur-Mer, le Challenge Family. J'y vais à Cagnes et tout, je me dis allez, ça va être trop bon, j'ai envie de remettre un second couteau. Je fais Cagnes et je fais 2e de la course. Avec une vraiment meilleure natation, short 12 et tout. Là, je me dis ouais, c'est trop bon. Mais derrière, je me blesse, une petite périostite là. Et en fait, pareil, j'ai vu quand t'es en TCA, on fait tout à l'extrême. C'est-à-dire que des fois, on va se priver de nourriture, puis d'un coup, on ouvre le frigo et on défonce tout. Et on mange à se faire mal au ventre, tu vois, vraiment de l'extrême. Et le lendemain, privation totale. Soit j'avais une copine, mais je vais l'aimer à fond.
je vais les mettre à fond, ou d'un coup, je peux mais m'en foutre complet. Tu vois, c'est énorme. Soit je suis à fond dans mon sport, soit je déclenche tout, je suis à fond mannequinat. Et en fait, j'arrivais pas à trouver ce fil rouge. Et là, d'un coup, la blessure, c'est pour ça que je vais en venir au triathlon, enfin, toute l'histoire, elle arrive après la course, j'arrête tout. Pareil, repétage mental, j'arrête tout, je relance le mannequinat, je rappelle mon agence mère, que j'avais arrêté pour le triathlon, parce que j'étais reparti triathlon. Vas-y, remets-moi sur des plans et tout. Parfait, elle me refait partir sur des plans. Elle me dit, si tu veux, j'en ai un en Australie. Une agence, elle te veut en Australie, tout ça et tout. Je dis, putain, l'Australie, c'est quoi ce délire là? Et je dis, en plus, c'est bon, ça y est, vraiment, je vais tourner la plage, c'est bon. Elle me dit, ouais, vas-y, 2-3 trucs. Là, je fais un casting, en plus, je me retrouve dans une série je fais de la TV et tout, je commence à faire de la télé, grâce à mon agence qui s'est mis à faire un peu de comédie et tout. Et là, on est mi-août, et l'agence, elle me dit, écoute, c'est bon, passeport, visa, tu peux partir en Australie et tout. Je dis, putain, vraiment, il faut le faire? Non, ça n'a aucun sens. Hein. Donc là, je revends tout mon matos. J'ai l'impression que t'as 50 ans, quoi. T'as eu 10 000 vies. Je revends tout mon matos pour pouvoir me faire un peu d'argent de côté. Ah ouais. Et là, boum, vol Marseille-Sydney. J'arrive à Sydney. Tu vas nous donner ton compte de vente de matos parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des affaires à faire de temps en temps. On vous le mettra en description. Si jamais à un moment vous voulez acheter un vélo ou quoi. Non, il n'y a plus de ça. Il y aura plus de ça. Donc là, tu pars en Australie. C'est fou. Je pars en Australie, j'arrive là-bas. Découverte totale. Tu parles anglais? Je parlais un petit peu anglais et des bonnes notions, mais voilà, pas rien de fou. Et, voilà. Et j'arrive là-bas, découverte totale, je me retrouve dans des auberges de jeunesse pour dormir parce que ça coûte trop cher à Sydney, premier taf et tout. En attendant que l'agence de mannequinat me reçoive, j'avais un mois d'attente. Je me retrouve à faire serveur et tout, mais le mec t'a déjà servi, j'avais fait un faux CV et tout pour faire croire que j'étais serveur pour avoir de l'argent et tout. Ouais. Je me retrouve à servir, je me fais des potes là-bas à l'international, je commence à surfer, vraiment la vie de rêve, je me dis putain c'est trop bien. Et je rencontre l'agence de mannequinat, je fais 2-3 shoots de mannequinat là-bas, je voyage et 4 mois se passent, on arrive en janvier et là 2025 du coup. 2025 exactement. Je vis ma petite vie en Australie, tranquille. Vraiment cool life, je suis serveur, je travaille même dans une ferme, je pars 2 mois dans une ferme c'était une ferme de chevaux, je trouve plus le nom, mais bon, je devais m'occuper des chevaux, c'était des chevaux de course de fou, mais, tu vois, je nettoyais le foin et tout, mais c'était délire quoi, truc de fou. Même je me trouvais à conduire les voitures, volant à droite, je me fais klaxonner, j'avais oublié qu'on roulait à droite en Australie, tu vois, mais trop drôle. Et au fond, je fuyais réellement ce qui était réel, mais là-bas, ça a tout changé parce qu'en fait, je me retrouve dans des auberges et je commence à continuer à manger mes salades, tu vois, de légumes et tout. Et là, mon ego, je me fais titiller parce qu'il y a des mecs qui me disent mais mec, c'est ça ta nourriture ou quoi? Tu manges comme un enfant de 8 ans là. C'est quoi ces repas? Tu peux pas te nourrir comme ça, tu peux pas tenir le coup. C'est pour ça que tu es fatigué l'après-midi, tu peux pas faire 2 fois de surf, j'ai froid dans l'eau alors que l'eau elle a 22, tu vois. T'as une frilosité de malade, j'avais pas de graisse, rien. Et là, je me dis, ils ont raison et tout. Il me dit, mais mange un peu. Ils me laissent leur plat et tout. Je commence à remanger 2-3 pâtes et tout. Mais vraiment, c'est la vraie histoire. Hein. Et là, je me dis, les pâtes, c'est pas mauvais quand même. Et tout. Okay. Il me fait manger des pommes de terre. Des fois, ils me donnent leurs frites de patates douces. Ah, c'est pas mauvais. Et à chaque fois, au repas, ils savaient très bien. Et j'ai un pote d'ailleurs qui s'appelle Mathieu, que je remercierai jamais, qui est en Australie. Et qui, lui, me faisait manger. Il me dit, mais mange un peu, tu verras, tu vas te sentir bien. Et là, c'est vrai que je commence à manger petit à petit une pomme de terre le soir. 2 pommes de terre. Je commence à mettre un petit peu plus de graisse pour faire cuire mes aliments. Et je vois qu'en fait, mon corps, il refonctionne normalement, tu vois. Je retrouve de l'envie, je retrouve un peu du rire, je retrouve tu vois, cette joie que j'ai en moi, ce pétard. Par exemple, de le dire, de toute façon, je le dirai encore, je retrouve de la libido, parce que c'est pas normal de ne plus en avoir quand on a 20 ans et quelques, parce qu'on se prive de nourriture. Et c'est un des premiers, les femmes, c'est un dérèglement mensuel, tu vois. Et chez nous, les hommes, c'est ça. Et il faut l'assumer, c'est les premiers signes. Ça, c'est anormal. Tout revient, ça fonctionne. Moi, je commence à retrouver de la pêche. Tu vois, j'ai plus ce coup de mou à... J'ai pas 50 ans, j'ai pas un coup de mou à 14 heures, c'est pas possible, tu vois, c'est pas normal. Et là, en fait, les mecs, ils me refait manger, je commence à remanger, je kiffe et tout. Et là, en fait, à un moment, on avait un travail un peu loin et la voiture coûtait trop cher. Et je reprends un vélo, mais le vélo, le truc de grand-mère Pagny et tout, je commence à kiffer. Et les soirs, en rentrant, je commence à rallonger un peu. Je commence à rallonger.
Je me mets Strava et tout en Australie. Mais non. Je mets Strava sur l'hôtel, je retélécharge l'appli et je me fais vraiment des petits segments et tout. Comme ça, je commence à vraiment me mettre bien. Je me rachète une paire d'à pied, je commence à me refaire. Je me dis, c'est bien, vas-y, je vais essayer de faire un jour à pied, un jour un peu vélo. Je fais mes premières bornes, mais avec le vélo défoncé, tu vois, vraiment le vrai vélo. Je fais mes premiers 30 km et tout, 40 km. Mais j'étais rincé, j'étais défoncé. Et en fait, je commence à bien manger. Des fois, on faisait vraiment protéines, les glucides. Il me dit, là, t'as pas de glucides, hop, tu remets des glucides. Et en fait, ce gars, il a vraiment changé. C'est vraiment un vrai pote. Et pareil, je remange correctement. Et là, en janvier, il y a une équipe qui s'est créée l'année dernière, j'explique, de vélo, qui était en rapport avec la Education First. C'était un peu comme la réserve de la Education First. Elle était basée en PACA. Et en fait, je connaissais le manager. Et je lui envoie un message, je dis, écoute, si tu as une place cette année, je suis chaud de revenir. Voilà, moi, je suis un lieutenant, j'ai arrêté le vélo, mais je suis prêt, je continue de pédaler. Je ne lui avais pas dit que ça faisait 6 mois que j'étais en Australie, que je n'avais pas touché un vélo, rien. Et ça faisait beaucoup, tu vois. 1 an, j'ai repris 4 mois, je recoupe 6 mois, sans rien. Et là, je lui dis, vas-y, moi, je suis chaud. Il me dit, peut-être qu'à la fin du mois, j'ai une nouvelle pour toi. On a peut-être une place pour toi dans l'équipe de vélo. Et il me dit ça. Moi, je ne dis pas ça. Tu vois, extrême, mec dans l'extrême. D'un coup, tous les jours, je remonte sur mon vélo. Matin, avant d'aller, je repartais tôt. Vélo. J'arrivais 40 bornes, douche. Je faisais mon service. Je rentrais 40 bornes, mais je commençais à bien borner. Je crois qu'avec mon vélo de ville pourri, là, à rouiller, je faisais 200 ou 250 km semaine. Ah ouais. Avec, vraiment, tu vois. Et je me tuais à ça les week-ends et tout. Plus de surf, que du vélo avec mon vélo. Et là, à la fin du mois, il me dit, écoute, c'est bon, on a une place. Extrême, billet sur Internet. Je rentre le lendemain, instant. J'ai même pas eu le temps de dire à tout le monde au revoir, au taf et tout. Je pose une démission cash. Mais non. Je rentre et là, je me rachète un vélo tout de suite. Je vais voir on me rhabille, stage de début d'année. Stage de début d'année, je suis obligé de faire le mec à rouler et tout. Moi, j'étais défoncé. Les mecs, ils sifflotaient. Heureusement qu'à vélo, il y a aspiration. J'étais défoncé. Et moi, je m'entraîne, je me remets à fond dans le truc. Je mange bien. Finalement, la IF perd ce sponsor. Donc, on est quand même à la belle tenue rose et tout. C'est vraiment beau, tu vois. Je me dis, ça y est, c'est un truc stylé. Je suis revenu en France. Déjà, le choc, il est terrible. J'étais très, très, très heureux là-bas parce que c'était magnifique, le climat et tout. Mais je me dis, allez, c'est bon. C'est peut-être une seconde chance. La vie, elle m'offre une seconde chance. Tu vois, comme je te dis, ma sœur, j'en sais rien. Il faut que tu reviennes en France. Il y a quelque chose à faire. Et je reviens en France. On fait le stage avec l'équipe. On est 8 mecs dans l'équipe, tout ça. Les premières courses arrivent. Je fais le tour du Var et tout. Sacré niveau national français. Et là, je suis sur la course, je te jure, je sais pas, je dis, en fait, qu'est-ce que je fais là, tu vois. Et là, quand je me dis ça, je lui dis, t'es quand même pas parti d'Australie, mec, pour faire tout ça, te remettre sur le vélo, remettre ta mère dans le pétrin avec tes réveils à 7h30, manger tant de ci, de là, de ci, embêter tout le monde et tout, pour ne pas être content, en fait, de la première course. Et là, je me dis, mais en fait, je suis pas heureux, en fait. Deuxième course, je suis pas heureux. Je suis pas au niveau. Le niveau est très élevé. Je vais pas se mentir, après 1 an et demi, je prends très cher. Et là, en fait, je me dis, bon, Tom, c'est pas ça ton truc. Et là, début avril, en mi-avril, je me dis, bon, tu sais quoi? Je dis à ma mère, je dis, écoute, maman, j'arrête, je veux plus faire de vélo. Là, tu imagines ma mère, qui me suit partout. C'est une mère, elle est merveilleuse. Mais elle me dit, Tom, un moment, il faut que tu trouves quelque chose, c'est pas possible là. Donc, pour préciser, quand je suis parti en août en Australie, j'ai validé mon bachelor. Donc elle me dit, ok, c'est bien, t'as ton bachelor. Donc en fait, je suis en année de césure là cette année, tu vois. Okay. Elle me dit, mais là, Tom, il faut que tu trouves quelque chose. Tu peux pas arrêter. Oui, non. Si, mannequinat, si, c'est pas possible. On peut plus te suivre nous. Maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. La vie, c'est pas comme tu l'entends. Ça rentre dans une oreille parce que c'est ma mère, mais au fond, je suis quand même animé par un truc qui est que j'aime cette folie, tu vois. Et là, je me dis, bon, maman, triathlon de Cannes, t'avais aimé l'année dernière, c'était beau à voir et tout. La natation, elle me dit, oui. Elle me dit, c'est dans 1 semaine. Je vais le faire. Elle me dit, mais Tom, je peux pas et tout. Je vais prendre. Je peux pas. Lundi, je pars à la piscine d'à côté de là où j'habite. Je prends l'abonnement à la piscine et tout, carte de 10 heures. Je me dis, ça va le faire et tout. Je retrouve ma vieille paire de baskets avec mes lacets auto-serrants et tout. J'avais tout acheté. Hein. J'étais ceinture et tout. J'étais nickel. Hein. 1 semaine, je vais à Cannes. Triathlon de Cannes, sur pareil, ma start. Truc de fou, je me régale. Et je finis 9e à Cannes. Et je me dis, putain, c'est vraiment cool. Et là, j'étais heureux en course. J'avais le smile. J'étais heureux d'être là. Je finis la course.
putain, je prends ma mère dans les bras, je suis content. Vraiment, tu vois, cette joie, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vécu. Et le lendemain de la course, ce que j'aurais fait à l'époque, je me serais presque un peu privé de nourriture parce que souvent, les veilles de course, 3 jours avant, tu sais, on charge en glucides. Et je l'ai fait. Et quand je mange beaucoup de glucides, généralement, je pensais retomber dans mes travers. Et là, en fait, je me dis, putain, je retombe pas. Je dis, putain, je suis peut-être soigné un peu, tu vois. Et là, je me dis, bah, écoute, c'est quoi, maman? Je commençais déjà un peu à me mettre sur TikTok. J'avais commencé en Australie, en fait, à mettre sur TikTok et tout, la vérité sur l'Australie. Et je vois que ça marche bien et tout. Et je mettais des vidéos avec ma tenue rose sur les réseaux qui étaient très belles. Et du coup, ça jouait un peu sur le. Je commence à me faire une petite communauté sur TikTok, principalement. Et là, je dis à ma mère, je dis, maman, tu sais quoi, on discute à table. Et on part loin. Ma mère, elle est prof d'histoire géo et tout. Et un truc, j'étais certain que j'avais raison. Et elle me dit, tu sais quoi, en Paris, tu t'es mis au triathlon? Bah, en Paris, quoi? Je dis, tu sais quoi, Paris, un Ironman ou un. Je dis, non, Ironman, c'est beaucoup. Mais un Half en 1 mois et demi, que j'ai raison. Elle dit, ah ouais, ok, on check. Elle avait raison. Donc le lendemain, je filme sur. Oh la chute. Ah ouais, la chute pourrie. Elle avait raison. Et le lendemain, je me dis, écoute, parfait, j'écris sur 2 cartons. Je vais le mettre sur une vidéo, on va voir, ça va être drôle. Donc il y avait un panneau marathon, un panneau Alpha Ironman. Donc elle est derrière moi, j'ai dit, ok maman, je choisis et tout. Boum, Alpha Ironman. Donc là, j'ai 1 mois et demi pour le préparer. Mais je suis bien dans ma tête, tu vois, je suis heureux, je suis content. Je mets des vidéos de comment donc je me remets à nager. Je continue de nager parce que ça faisait qu'une semaine que je nageais. Et on va y aller et tout. Donc c'est l'Alpha Ironman d'Annecy. 1 mois et demi après, je me pointe à Annecy avec pas mal de followers qui commencent à aimer le projet et tout. Tu vois, on passe du triathlon au cyclisme. Aussi, je commence à parler de nourriture. Et là, je fais le half de Annecy et je finis 11 en 4h08. Et là, je me dis vraiment, vas-y mec, je crois que c'est ça que j'aime. Je commence à vraiment bien communiquer avec. Je suis hyper heureux. Je mange bien. Je suis content. Le lendemain, je suis presque pas fatigué parce que mon corps, je lui donne à manger, je lui donne de l'énergie. Et là, je suis heureux, tu vois, dans le truc. Et les réseaux tels que c'est notre nouvelle génération, je me fais inviter à Genève. Donc là, il me dit, bah, dans 10 jours. Je dis, ah ouais, 10 jours. Il dit, ouais, mais on te fait le billet, tu viens, hôtel, tout ça. Et je dis, waouh, c'est trop stylé. Genre, je fais mon sport, je suis invité en tant que créateur de contenu, entre guillemets, et je vais pouvoir faire une autre course. Bon, j'ai que 10 jours pour enchaîner, donc je vais en enchaîner 2. Et me voici à Genève. Donc la veille de la course, je cherchais une fameuse casquette à Triloop et c'est là où je tombe sur toi. Et à Genève, je fais 9e, donc du half, donc j'en ai enchaîné 2 et pareil, trop content d'être là, hyper heureux. Et là maintenant, ça y est, je suis focus. Okay. Et j'ai trouvé une ligne directrice de vie. J'ai un équilibre. Je mange bien, j'ai retrouvé une vie sociale correcte depuis peut-être 2 mois, depuis ces choses-là. Je mange correctement, j'arrive à ne pas me faire j'arrive à me faire imposer de la nourriture. Voilà, ce soir on mange chez des amis, ok, j'y vais, pas de souci, je me pose pas de questions. Et ça revient et du coup beaucoup de choses ont changé. Ouais. Mais qu'est-ce que t'expliques, comment t'expliques que ce sport, le triathlon, te plaît autant et tu me dis là c'est bon, j'ai trouvé ma ligne. Qu'est-ce que tu retrouves un petit peu dans ce sport-là? Tu vois, ma mission avec le podcast, c'est de mettre les gens en mouvement, peu importe leur niveau. Partir de rien et essayer de faire son premier petit triathlon, comme se mettre le grand défi de faire un full Ironman, tu vois. Toi, c'est quoi qui t'anime aujourd'hui dans cette pratique, tu vois, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant que tu vas rechercher dans le triathlon? Moi, c'est le fait qu'à chaque fois, tu repars à zéro. Et c'est un peu comme ma vie. La natation, ok, je sais que moi, c'est pas mon truc. Il y a des bien meilleurs que moi. Ok, la natation, elle est là. Je vais prendre cher. Je vais pas sortir devant. C'est pas grave. La natation, elle est finie. Maintenant, t'enlèves le bonnet. C'est quoi? C'est vélo. Ok, on part à zéro, vélo. Maintenant, il y a des mecs à remonter. Il faut faire ta course. Tu poses le vélo. Maintenant, c'est quoi? C'est une course à pied. Donc, moi, je pose le vélo. Je suis là, ok, c'est un semi-marathon. Maintenant, on va faire la course à pied. La course, elle est jamais finie, tu vois. J'ai oublié qu'à la natation, je suis sorti 120e, tu vois. Et sur le vélo, à jamais à un moment, tu penses qu'il y a de la course à pied derrière? Jamais. Moi, vélo, je suis à plein régime. Je suis à plein régime. J'essaye de remonter les mecs avec mon vélo de route parce qu'ils ont les chronos. Tu vois, j'ai toujours pas de chrono, rien. Donc, je suis à fond avec mon vélo et tout. Je remonte le max de personnes. Et après, je le pose. Là, je suis là, je fais
hyper belle transition que j'ai bossé mais comme un acharné parce que tu sais je te dis je faisais tout à l'extrême. J'étais dans mon jardin, je me mouillais au tuyau et tout. Je me mouillais au tuyau d'arrosage pour me mettre condition mouillée. Hop, vaseline sur les bras. Je m'entraînais, je me faisais tourner en rond pour simuler que j'étais un peu la tête perdue. Et après je cherchais mes chaussures et vraiment un fou. Et du coup ça a hyper bien marché. Des techniques vraiment des super techniques. Et là je pose mon vélo, je vais courir. La course elle est jamais finie. Et moi ce que j'aime c'est vraiment se dépasser, c'est que rien n'est fini. Tu peux être loin au début, ta place elle est interminable. Tu peux avoir des problèmes mécaniques, tu peux avoir des problèmes de ventre, ça passe. C'est tellement, enfin c'est pas long, ça peut être long, mais rien n'est fini. C'est-à-dire que toi, si ton fort c'est la course à pied, bah tu vas avoir ton moment. Si ton fort c'est la natation, bah ok, tu vas avoir ton moment au début, tu vas profiter le vélo. Et je trouve que c'est un dépassement qui est presque glorifiant. Tu vois, à la fin t'as fait quelque chose, quoi. Tu sens d'avoir fait un accomplissement. Alors qu'au vélo, en compétition, j'avais moins ce sentiment d'accomplissement de quelque chose, tu vois. Et pour sortir justement de cette situation compliquée, on se rend compte que finalement le cheminement, et je suis content de faire cet épisode avec toi parce qu'en 5 minutes, tu n'as pas pu me raconter tout ça il y a quelques jours. Je vois qu'il y a eu tellement de choses, tellement d'étoiles qui sont venues à toi en disant vas-y, prends cette direction et tu l'as prise. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont eu un impact comme tu vois, moi, si je prends vraiment d'un point de vue extérieur avec le peu que tu m'as communiqué là, mais il y a vraiment ce shooting avec Café du Cycliste qui a redéclenché ça en toi. On voit vraiment qu'il y a ce Mathieu qui était présent en Australie qui t'a vraiment aidé sur la partie nutrition. Mais est-ce qu'à un moment donné, toi, tu t'es dit, OK, je vais faire appel à des experts, à un préparateur mental, à un nutritionniste, à un coach, ou alors c'est vraiment des expertises que tu n'as pas été chercher toi et que tu as trouvé au fur et à mesure avec des rencontres dans la vie? J'ai voulu être accompagné, Ok. mais j'étais pas ouvert à ça. Donc en fait, j'ai fait pas mal de techniques. Ma mère est très hypnose, médecine douce, tout ça, que j'adore. C'est très très bien. Mais je pense qu'il faut être prêt pour ce genre de choses. C'est bien beau d'avoir un prépa mental parce que sur le papier, on dit qu'il faut un prépa mental, un coach physique et tout. Mais si toi, tu es pas prêt à l'avoir, tu peux y aller, tu peux faire autant de séances que tu veux, ça marchera pas. Moi, j'étais fermé sur moi-même, j'avais mes propres envies. Et malheureusement, j'ai payé des séances à blanc parce que ça me faisait rien. Par contre, maintenant, quand moi je pense qu'il faut y aller. C'est comme une relation, tu vois. Tu peux pas t'engager dans une relation avec une fille si moi, tu vois, à l'époque, j'étais complètement instable. C'est-à-dire que c'est pas possible. Celle que tu pouvais trouver en Australie du jour au lendemain de Chao, c'est sûr. Ah bah ça, voilà, ça a eu son moment. Mais tu vois, c'est des trucs. Si toi, au fond, t'es pas stable, prêt à avoir un suivi pro, médecin et tout, ça marchera pas. Et là, par contre, maintenant, tu vois, j'ai repris des séances d'hypnose parce que j'adorais ça sur moi. Et ben, ça marche vraiment parce que je suis prêt à ça. Mais à l'époque, j'en ai fait plein hein, pour la nutrition, pour ma sœur, pour tu sais, le deuil, des trucs comme ça. Mais rien du tout. Parce qu'au fond de moi, quand je rentrais le soir, déjà, j'avais ces problèmes de TCA qui te rongent mentalement, intérieurement. Et je pense que c'est quelque chose où tu vois, un entraîneur, tu le prends quand vraiment tu sais que tu vas t'engager avec lui. Parce que tu as l'engagement du paiement déjà, mais aussi tu sais que tu es prêt à faire quelque chose. Si tu sens que je ne suis pas très motivé, je ne sais pas si l'entraîneur déjà va te dire, bon mec, Valentin, tu veux t'entraîner ou tu veux pas t'entraîner? Tu vois, si toi vraiment tu as des vrais, tu es posé et tout, ça peut que le faire. Et aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions cachées dans le triathlon? C'est comment t'imagines toi la suite? Et j'ai limite envie de me dire, si on doit refaire un épisode dans 1 an, 2 ans, tu penses qu'on raconterait quoi? Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois cachés derrière ce triathlon et ta vie perso aussi? Ah bah j'ai un rêve moi, je l'avais parlé du coup avec ma sœur de ça, c'est qu'un jour, peu importe, je voudrais être un champion d'une discipline, champion du monde ou quelque chose, tu vois. Mais peu importe ce que c'est, hein. Tu m'aurais dit l'escalade, j'aurais bombardé, je me serais tué à l'escalade. Hein. Et pour revenir à ta question, qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est un équilibre de triathlon qui me plaît en fait. Je pense que c'est un sport déjà c'est une passion qui est née plus tard parce que des passions elles peuvent naître à n'importe quel moment. Et elle est née, c'est une passion qui me fait vivre en fait. J'ai envie de la continuer. Donc qu'est-ce que je vois dans le futur? Déjà ça va être, je veux me qualifier au championnat du monde de Half Ironman pour commencer déjà step by step.
et faire les championnats du monde à Nice et faire le meilleur résultat possible dans ma catégorie. Ok. Au fond, je pense que je peux le dire. De toute façon, je veux être champion du monde de ma catégorie, de mon groupe d'âge, en septembre 2026 à Nice. Je veux que ma mère elle vienne me voir, tout ça. Et puis Nice a pas mal de valeurs pour moi, la ville et tout, les études. Et comment je vois la chose, c'est que maintenant, je vais m'équiper d'un vélo de chrono aussi. Ça serait bien quand même. J'ai commencé avec un entraîneur cette semaine. Ça y est, j'ai pris un entraîneur pour cadrer tout ça parce que c'est quand même très technique. Prendre des cours de natation aussi, parce que je pense que c'est très utile. Et vraiment continuer à publier sur les réseaux. Vraiment essayer de m'entourer de marques, m'entourer de gens bien, qui sont là, qui me suivent. Et aller sur différents profils, faire des courses. Et vraiment monter au plus haut niveau. Vraiment en faire au plus haut niveau. Et dans cette pratique du sport, et on va finir sur cette partie-là d'un point de vue vraiment... tu le dis, là, tu viens d'avoir ton coach, d'un point de vue approche. Toi, aujourd'hui, tu l'abordes comment ? C'est quoi un petit peu les volumes d'entraînement que tu réalises, ton rapport justement à ces 3 sports ? Qu'est-ce qui t'anime dans cet entraînement au quotidien pour donner envie aux auditeurs qui nous écoutent aussi de se mettre en mouvement et après ce podcast, potentiellement aller faire une sortie vélo, une séance natation, etc. Ah, mais j'espère. Alors, niveau volume, j'ai commencé quand même assez doucement, mais je suis resté sur mon sport principal avec le plus de volume. Donc, étant cycliste, j'ai quand même gardé un volume de vélo toujours plus élevé que la natation et la course à pied. Je cours vraiment pas beaucoup parce que c'est très traumatisant. Donc je fais le strict minimum. J'enchaîne, je pense que je dois faire 2 courses à pied, 3 courses à pied maximum semaine. Okay. Et j'essaye de nager régulièrement. Aux horaires de piscine, ça aussi c'est les contraintes que les gens peuvent avoir. Mais j'ai baissé mon vélo pour essayer d'à peu près, donc je pense que je dois tourner autour des 15 heures au maximum de vélo semaine. C'est déjà beaucoup. Et j'essaye de placer 3 natations et 3 courses à pied. Okay. Voilà, c'est ce que je place dans ma semaine. Et cet équilibre-là, il me plaît parce que avant, à l'époque, par exemple, si un jour il pleut, bon, en l'occurrence l'été, c'est très compliqué. Mais tu vois, j'étais au vélo. Ouais, bon, voilà, ils comprendront. Mais tu vois, l'hiver, par exemple, à vélo, il pleut et tout. Ça t'embêtait, tu vois, d'aller... Ouais. Il pleut, hop, je prends mon maillot, je vais nager, je fais une belle séance. Derrière, tu fais une petite course à pied. Courir sous la pluie, c'est peut-être moins dérangeant qu'à vélo. Mais voilà, tu vois, c'est le fait de jongler. Ok, je peux pas faire une séance de vélo, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Je les cours, je me fais une petite à pied. J'aime bien, tu vois, c'est adapté. Tu peux moduler comme tu veux ton emploi du temps parce que c'est 3 sports. Et au fond, c'est pas... même si le triathlon, c'est qu'un sport, on va dire, entre guillemets. Mais c'est le fait de pouvoir un peu adapter comme tu veux. Ok, ce soir, tu finis le travail à 18h. T'as pas envie d'aller faire 2 heures de vélo, tu fais une petite natation ou une petite course à pied et t'es content. Voilà, t'as eu ton entraînement de la journée. C'est ça qui est bien dans le triathlon. Écoute, franchement, Tom, on arrive à 1 heure d'échange. C'est passé super vite. Je suis super heureux d'avoir pris vraiment on va dire la tournure de parler de ton histoire, de ton lien avec ce sport. Et on pourrait aller encore plus loin, mais je pense qu'on aura l'occasion de se re-rencontrer vu le trajet et ce que tu nous as partagé. Et tu repasseras derrière le micro pour raconter un petit peu l'évolution de ta carrière en tant que triathlète, mais de comprendre un petit peu tout ce qui t'a emmené à ça avec tous ces faits de vie et les messages que tu as partagés en transparence. Donc franchement, un grand merci pour ta confiance, pour ta sincérité aussi dans l'échange. Et je te dis à très vite. Et je mettrai tous les liens de tes réseaux sociaux sous ce podcast. Donc si les gens veulent te suivre, ça sera l'occasion. Donc merci à toi, franchement. Merci vraiment. Merci, à très vite. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé, ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!